C'est vraiment une douleur cinglante. Elle vient comme ça, sans prévenir. Je ne sais plus combien de médecins j'ai vus. Des migraines. Les antalgiques ne font rien. Des céphalées de tension. Bah voyons. Je vais bien la plupart du temps. Mais parfois, ça me frappe soudainement. Ça me frappe juste derrière l'œil. Ça m'attaque comme une sorte de petit démon qui poignarderait ma rétine avec un pied à glace. Il arrive sans prévenir, sans pitié et sans remords. Il m'a attaqué alors que j'étais au volant. J'ai percuté une voiture qui était garée plus bas et ça m'a valu d'être poursuivi en justice. Ce n'est vraiment pas juste. Ce n'était pas de ma faute. Quand il m'attaque, mes yeux larmoient et mon nez coule. Je n'y vois plus rien. Tout ce que je ressens, c'est cette douleur perforante, furieuse, comme si elle essayait de m'arracher l'œil. C'est arrivé une fois à mon travail. J'ai crié. Tout le monde pensait que j'étais fou. Il m'aura suffi d'un unique écart par rapport à la norme pour qu'on me colle l'étiquette de cinglé. Personne ne me comprend. Je ne peux plus dormir. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus conduire. J'attends juste que le démon attaque. J'ai essayé des traitements. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Les antibiotiques contre la douleur, les médicaments contre les crises, le yoga, la méditation, tout. J'ai tenté toute la pharmacie. Et puis, j'ai expérimenté la marijuana, le Percocet et même l'héroïne. Mais il se moque des analgésiques. Et je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre avec du Percocet. Depuis, mes parents pensent que je suis un criminel. Mais ce n'est pas ma faute. C'est le démon. C'est toujours le démon. Il hurle. Il arrive. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas où. Mais il revient toujours. L'anticipation est presque pire que lorsque je suis poignardé. Toute la journée, j'attends. J'attends le démon. Parfois il vient, parfois il ne vient pas. Je crois qu'il se moque de moi. C'est vraiment injuste. Je n'ai jamais demandé ça. Un médecin m'a dit que c'était un mal de tête, de type pic à glace. C'est ce qu'on ressent. C'est un démon, avec un pic à glace, qui me poignarde. Je le déteste. Je pensais pouvoir le frapper en réponse. Je ne voulais pas le laisser faire sans me battre. Vous voyez? Alors j'ai pris mon propre pic à glace. J'ai pris mon propre pic à glace et je me suis arraché l'œil. Vous imaginez? S'arracher l'œil? Mais ça n'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé du tout. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Me suicider? Peut-être. Mais peut-être que je pourrais me débarrasser du démon en lui trouvant un nouvel hôte. Peut-être qu'il aimerait quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il s'en ira et je serai libre. Je retrouverai ma vie. Je sais que ce n'est pas juste. Mais toute cette histoire ne l'est pas pour moi non plus. Peut-être que si quelqu'un d'autre ressent un pic à glace dans son œil, il comprendra. Peut-être que le démon ira vers cette personne. De toute façon, tu es là pour ça. Je suis désolé, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai longtemps hésité. Retournant toutes ces questions dans ma tête, comme on ressasse un mauvais souvenir. Je sais que tu ne comprendras pas ce que je vais te dire. À vrai dire, je n'espère même pas que tu saisisses de quoi il retourne. Je t'ai aimé, vraiment. Un amour sincère, un amour pur. Oserais-je dire, un amour naïf? Oui, l'amour est naïf par essence. On espère que l'autre sera parfait, qu'il n'aura aucun défaut, alors qu'on sait avant même de se lancer que c'est totalement faux. Qu'un jour ou l'autre, tout dérapera, que l'autre s'avérera être la pire chose qui nous est arrivée, et que tu le veuilles ou non. Nous avons passé ce jour. En fait, ce jour est arrivé beaucoup plus tôt pour moi que pour toi. Je l'ai juste caché, refoulé, refusant d'y croire. J'ai subi, oh oui, mais j'ai pris sur moi. C'est ce qu'un homme fait. J'ai tant fait semblant d'aimer chacun de tes sourires, tant caressé ta peau, en dissimulant le dégoût que ça me procurait. J'ai maquillé ma voix pour qu'elle te paraisse douce, forcé les muscles de mon visage à modeler des expressions d'amour, au prix d'efforts incroyables. J'ai murmuré des mots magiques à ton oreille,
te faisant croire que notre flamme brûlait encore en moi. Mais depuis longtemps, il n'y a plus rien. Mes mots n'étaient que des courants d'air glacés, sortant d'une grotte sans fin. Je m'en suis voulu, tu sais, quand je te voyais heureuse, épanouie, ne sachant pas que tout ce que tu ressentais reposait sur du vent, des fondations de sable pour un château de pierre. Et alors que tu étais heureuse, je m'enfonçais de plus en plus. J'ai fait semblant de t'aimer, alors même que tu m'humiliais. J'ai fait semblant d'oublier nos disputes injustes, tes reproches incessants, tes mensonges. J'ai fait comme si c'était ce que je voulais, ce dont j'avais toujours rêvé. J'ai dit oui à tout ce que tu voulais de moi, si bien que je n'avais plus mon mot à dire sur rien du tout. Je n'étais plus que ton faire-valoir, ton petit chien qui t'accompagne partout et que tu réprimandes lorsqu'il aboie. Puis, j'ai rencontré quelqu'un, une personne qui ne m'a pas seulement promis, mais qui m'a montré ce que je pouvais être, ce que je devais être, et j'ai pris conscience de mon existence. J'ai vu que je me fourvoyais. Le seul obstacle, c'était toi. Cette personne m'a parlé, m'a dit quoi faire et comment le faire. Elle m'a dit que pour arriver à me libérer, je devais libérer mon esprit et cracher toutes ces blessures que j'avais en moi. C'est ce que je fais en t'écrivant cette lettre. Je veux que tu saches que je maudis le jour où je t'ai rencontré. Je crache sur tous ces souvenirs qui me hantent. J'aimerais les arracher et les déchirer de mes propres mains. Toutes ces années ne sont qu'une accumulation de peine, de cris, de pleurs dans mon esprit. Notre relation si chère à tes yeux était une tumeur que tu alimentais chaque jour et chaque seconde. Tu prenais ça pour de l'amour, ce pu qui en coulait, pour de la dévotion de ma part. Salope, je maudis tes parents de t'avoir mis au monde. Je crache sur tout ce en quoi tu crois, tout ce que tu es et ce que tu représentes. J'aimerais arracher tes yeux pour que tu cesses de me brûler avec ce regard confiant sur la fidélité de son petit chien qui ne mordra jamais. J'aimerais te faire avaler de force tout ce que je ressens jusqu'à ce que ta gorge gonfle et que tu te noies dans l'air. J'aimerais te briser, t'entendre craquer, comprimer tout ce que tu es, aplatir tes chairs et te forcer à plier comme tu m'as forcé à le faire. Je t'abhorre, je te méprise, je te renie. J'ai fait tout ce qu'il fallait, suivi toutes les étapes. J'ai écrit ton nom sous les pierres, gratté la terre de mes ongles jusqu'à les arracher. J'ai tracé les signes, récité les psaumes et les litanies. J'ai juré sur lui. J'ai donné ma haine à la terre, hurlé mon dégoût pour toi, et toute l'horreur que j'avais en moi l'a fait venir. Il se tenait au centre, debout et magnifique. Je vais venir te chercher et t'emmener à lui. Joyeuse Saint-Valentin. Je dédie ce récit à mon ami John. Après tout, c'est de toi qu'on parle. Les premiers souvenirs que j'ai de toi sont ceux d'un jeune garçon brillant, que les professeurs félicitaient pour ses bonnes notes. Un enfant dont les parents aisés étaient fiers et qu'ils présentaient à leur père comme un prodige. Je me souviens des réunions de classe, des remises de bulletins et des cérémonies au cours desquelles on te désignait comme le meilleur élève de la classe. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour celui qui réussira, celui dont on entendra parler d'ici quelques années. Et te voilà qui te présentait, avec ton petit costume et tes cheveux bien coiffés. Ton sourire devant les yeux pleins de fierté de tes parents et des professeurs. Et puis, il y avait moi, ton voisin de classe, le fils de la vieille folle, comme m'appelaient les autres parents d'élèves. Celui qui avait fait sursauter la maîtresse lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois, et dont on parlait à voix basse en faisant mine de ne pas le regarder. Je me souviens des silences de les réunions de parents, et lors des remises de bulletins, des chuchotements lorsque je passais. Je voudrais que vous gardiez vos commentaires pour celui qui devait faire le plus d'efforts que les autres pour y arriver. Celui qu'on avait cessé d'encourager. Chaque jour, John, je rêvais de vivre ta vie. Comment devrais-je évoquer l'adolescence, cette période infâme où nous avons découvert nos places respectives? Toi, l'affiche du bal de promo,
en costume et avec cette fabuleuse demoiselle entre les bras. Comment s'appelait-elle encore? Et moi, qui collais les dites affiches pour me faire un peu d'argent de poche, et incapable d'approcher une fille sans qu'elle ne pousse un cri de terreur. Je me souviens, John, de tes amis que tu as envoyé m'humilier, en me volant mes vêtements pendant que j'étais sous la douche du gymnase. Les poils à gratter dans mon col, et mon sac à dos sur le toit. Je me souviens aussi de la douleur de leurs coups sur mon visage, après que tu aies découvert que je gagnais un peu d'argent, en collant ces affiches. Tu ne t'es jamais posé la question par après, John? Tu ne t'es jamais demandé ce qu'il était devenu de moi après cet événement? En faisant tes brillantes études de médecine, tu ne t'es jamais demandé si les effets physiologiques d'un choc violent au crâne ne pouvaient pas s'appliquer à moi? Peut-être étais-tu trop occupé à briller. Après tout, tu as toujours été le premier. Premier de la classe, premier de ta promotion, premier à embrasser cette fille, premier chirurgien à réussir une telle opération. Alors pourquoi te serais-tu soucié de moi, qui ne vivais que dans ton ombre? Quand on ne voit que les projecteurs, on oublie ce qu'il y a derrière soi. On oublie qu'on a une ombre et que des choses s'y cachent, s'y développent et grandissent. J'ai vécu dans l'ombre, et par l'ombre, je les ai apprivoisés. Alors que tu ouvrais encore tes ouvrages de médecine dans les somptueuses demeures de tes parents, j'en ouvrais d'autres, plus anciens, et traitant d'une science différente, dans la cave de la maison que ma vieille folle de mère louait. J'en ai appris des choses, sais-tu, pendant que la liste de tes conquêtes féminines s'allongeait. J'ai accumulé tous ces savoirs dans ma mémoire, tout en t'observant annoncer à ta future épouse que tu sauvais des vies tous les jours, que tu étais capitaine de ton équipe de hockey, et que tu roulais en Porsche. Tu sais, moi aussi j'aurais pu devenir riche. Moi aussi, j'aurais pu entretenir une forme olympique et devenir médecin. J'aurais pu avoir ta vie, et la vivre à ta place. Tu n'aurais rien senti. Tu ne t'en serais même pas rendu compte. Mais tu en as choisi autrement. Ce choix, tu l'as fait il y a bien longtemps, alors que tes amis me passaient à tabac, et que tu m'as laissé là, gisant dans mon propre sang. Je m'en souviens, John. Je me souviens de m'être réveillé dans une mare de mon propre sang, et ne plus avoir senti mes jambes. Je me souviens avoir utilisé mes savoirs pour vendre mon âme à Satan, afin qu'il m'enseigne comment avoir ma revanche. Et je l'ai eu. Tu te souviens, John, de cette nuit d'octobre au cours de laquelle ton fils t'a dit qu'il y avait quelque chose derrière les rideaux, qui lui avait murmuré « Va dormir !» Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Comme tu te souviens de l'avoir découvert le lendemain? Ou du moins, ce qu'il en restait? Qu'en restait-il d'ailleurs? J'aurais aimé que tu me le dises. Les journaux n'ont pas publié les détails. Je t'ai observé consoler ta femme tandis qu'elle pleurait devant la tombe de son fils bien-aimé, assassiné par un meurtrier sans paupières et au sourire sanglant. Et dire que vous avez déménagé en pensant que la maison était hantée. Mais c'est toi qui étais hanté, John. J'aurais dû vivre ta vie, John. Et rien de tout cela ne serait arrivé. Rien. Ta femme ne serait pas morte. J'en ris encore quand j'y pense. Tu croyais qu'elle te trompait, et tu t'attendais à tomber sur un homme en entrant dans la chambre. Mais pas sur cette chose maigre, aux membres surnuméraires et anormalement longs, qui s'est retourné vers toi en affichant ce sourire figé, tandis que chacune de ses mains tenait un membre de ta femme. Si ça avait été ma femme qui avait été tuée, ils m'auraient accusé du meurtre. Et ils t'ont vraiment cru quand tu leur as expliqué ce que tu as vu. Tu sais, je trouve que c'est bête que tu aies sombré dans l'alcoolisme par la suite, John. J'aurais pu vivre ta vie à ta place. Tu n'aurais rien senti. Et tu ne t'en serais même pas rendu compte. Mais maintenant que tu as un cancer du foie, je n'y vois plus aucun intérêt. C'est dommage. Heureusement que tu as beaucoup d'amis cependant. Au revoir, John. Je m'appelle Greg Mewell. Je suis caché dans un camion. Mais je sais que je vais mourir dans quelques minutes. Alors j'écris ceci. Je ne sais pas pourquoi, j'en ressens le besoin. Ils vont bientôt m'attraper. Donc je vais essayer d'expliquer le plus vite possible. Comme je l'ai dit, je me nomme Greg. Je vis au Texas, à Austin plus exactement. Je vais vous le dire tout de suite. Je suis un connard. Je bois, je me drogue, je fume, je fais n'importe quoi. Pourquoi je précise ça? Parce que ce genre de conneries m'a mené tout droit ici. Il y a quelques heures,
J'attendais dans un bar 3 amis. Stéphane, Jeff et ma copine Erika. On allait faire ce qu'on fait de mieux. Se bourrer la gueule et fumer des pétards, jusqu'à partir dans des putains de délires. On fait toujours des conneries quand on est dans cet état. Mais rien de bien méchant. Jeff a eu une idée. Près de la ville se tient un vieux hangar abandonné, fermé depuis des années. On aimait visiter des trucs comme ça. Chaque son nous faisait flipper, etc. Alors, on décida d'y aller. L'endroit était désert. On s'attendait à voir des junkies ou autres types complètement à l'ouest, mais non. On était les seuls. C'était peut-être mieux comme ça. Pas de difficulté à traverser les quelques grillages qui bloquaient l'accès au hangar. Quand on était devant l'entrée, quelque chose m'a surpris. Des camions étaient garés à côté du hangar. Stéphane m'a dit que c'était sûrement de vieux camions, et que ceux qui travaillaient ont préféré les laisser ici. C'est vrai, il avait peut-être raison. Je m'imaginais n'importe quoi. Mais j'étais complètement saoul. Après quelques minutes, Jeff réussit à ouvrir la porte. Tout était sombre. Mais, après nous être habitués au noir, on pouvait mieux observer. Des véhicules, notamment des tracteurs, des tables poussiéreuses sur lesquelles étaient posés toutes sortes d'objets. Des tasses, des très vieux ordinateurs. Je ne savais même pas s'ils marchaient encore. Tout un tas de matériel comme des agrafeuses, des crayons. Rien de bien intéressant. Alors Jeff alla tout au fond de la pièce, sans nous attendre pour ouvrir une seconde porte. Il nous dit qu'il allait voir en premier. Moi, Stéphane et Erika, on marchait plutôt tranquillement. On s'attendait à ce que Jeff nous fasse une blague, alors on ne se précipita pas. Derrière la porte, nous attendait un grand couloir, qui débouchait sur un autre couloir qui partait à gauche. On appela Jeff pour qu'il nous attende. Aucune réponse. Je pensais vraiment qu'il allait nous faire une blague, qu'il s'était caché derrière un mur pour nous faire peur. Mais malheureusement, ce qu'on a vu était moins drôle. Il y avait effectivement Jeff derrière le mur. Sauf qu'il était pendu, éventré, avec plusieurs traces sur lui, comme si on l'avait attaqué avec un cutter. Bien sûr, on était tous tétanisés. On voulait juste partir. Sauf qu'en nous retournant, un flash nous aveugla. Je me suis réveillé dans une salle similaire à la première. Sauf qu'une dizaine de personnes étaient là. Elles faisaient des expériences, apparemment. J'avais raison. Mais ce que je vis me dégoûta. C'était ma copine, attachée à une table, les yeux arrachés, et remplacée par 2 sortes d'aimants. À côté de moi, Stéphane se réveilla, sauf qu'ils l'ont remarqué. Il avait beau se débattre, les hommes l'emmenèrent dans une autre salle. C'en était trop pour moi. J'aperçus une sortie à une 20aine de mètres. De toutes mes forces, je me levai et courus vers la sortie sans regarder derrière moi. Je les entendis néanmoins donner l'alerte. Je réussis à les semer, mais quand j'ouvris la porte, je compris. Ils avaient bloqué toutes les issues. Je ne pouvais pas m'enfuir. Je me souviens d'un coup. Des camions devant l'entrée. J'y allais en courant et m'y enfermer. Voilà. Ils savent que j'y suis. Je les entends essayer d'ouvrir la porte. Et ils vont bientôt y arriver. Voilà. Je pense que c'est fini pour moi. J'espère que vous me croirez. Le message s'arrête là. Je l'ai trouvé sur un blog datant de 2011. Le créateur du blog a dit qu'il ne faisait que relayer l'histoire. Habitant moi-même à Austin, je me suis intéressé à cette histoire. J'avais déjà eu l'occasion de voir ce hangar, mais c'était à une centaine de mètres, et je n'y faisais pas attention. J'y suis donc allé, ou du moins, j'ai exploré les alentours. Et dans le champ à côté du hangar, j'ai trouvé ces vieilles photos. Je ne sais pas quoi dire personnellement.